Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle interview sur Odyssée.biz. Aujourd'hui, on va s'intéresser à l'IA générative. Pour cela, on reçoit Anaëlle Baudin-Cogent, experte IA qui a eu une carrière avant dans le private equity et dans le conseil aux startups. Bonjour Anaëlle. Bonjour. Alors, je l'ai dit en introduction, tu as une carrière dans le private equity, dans le conseil des startups, tu viens donc de l'entrepreneuriat. Pourquoi aujourd'hui cette direction? Tu fais un master dans l'IA à Télécom Paris. Et pourquoi ce passage de l'entrepreneuriat à l'IA aujourd'hui? Alors en fait, moi j'ai découvert l'IA il y a plusieurs années au travers des startups qui venaient chercher des financements. Et assez rapidement, je me suis vraiment interrogée sur les fondements de l'IA. Donc je me suis formée en 2020 une première fois et puis j'ai eu l'opportunité de faire ce master dans un contexte du développement de l'IA générative qui offre des nouvelles perspectives. Et la raison pour laquelle il faut regarder, c'est que l'IA, ça permet de faire mieux, moins cher. Et dans l'innovation, toutes les technologies qui permettent de faire mieux, moins cher ont des boulevards pour se développer et apporter de la valeur aux acteurs. Donc c'est un enjeu de productivité aujourd'hui, c'est ça pour toi? Alors, les ruptures technologiques, in fine, on arrive à de la productivité, mais c'est aussi possibilité de créer des nouveaux services. Et puis, c'est des modèles qui fonctionnent peut-être un petit peu différemment des modèles d'IA qu'on a eu dans les années 2010 jusqu'à 2020, avec l'arrivée de ChatGPT et d'autres modèles qui sont moins connus mais qui sont tout aussi intéressants. En fait, c'est des perspectives totalement nouvelles avec des modèles qui sont pré-entraînés, très puissants et qui permettent directement d'avoir des résultats sans forcément avoir soi-même les données et la nécessité à entraîner des modèles. Donc là, il y a vraiment un point d'inflexion, on va dire, dans l'IA qui s'est beaucoup concentré sur les données et sur l'image jusqu'aux années 2020. Voilà. Et donc aujourd'hui, avec cette IA générative, en fait, c'est des mondes totalement nouveaux qui arrivent et tous les métiers vont pouvoir bénéficier de la puissance de ces modèles. Voilà, quand je dis métier, ça peut être aussi bien le secteur médical que le secteur logiciel, que des activités qui ont des connotations de plus traditionnelles, mais qui apportent des services et qui peuvent se réinventer avec de l'IA. D'accord, tu soulevais un point justement sur l'entraînement des données, c'est un point qui est crucial pour l'IA parce qu'il y a, je vois, deux façons de le faire. Soit on entraîne ses propres jeux de données dans l'entreprise, soit on utilise des jeux de données qui ont été mis à disposition, comme le fait par exemple OpenAI. Il faut capitaliser sur quoi en fait? Sur ce qui est disponible aujourd'hui ou plutôt, parce que ces données de l'entreprise, elles ont aussi une valeur, est-ce qu'il faut aller plutôt chercher et capitaliser sur les données que l'entreprise possède et qui lui sont spécifiques? Alors, la première chose, c'est qu'il faut être au courant de ce qui se passe. Voilà. Et donc, moi, le conseil que je donnerais à tout le monde qui veut faire de l'IA, c'est déjà de regarder, en fait, quelles sont les applications. Il y a toujours des startups qui vont être en pointe dans un secteur, sur un usage, et qui vont, elles, avoir une véritable expertise par rapport à l'offre qu'elles proposent. De regarder ce qui se passe au CES. Fin mai, on a Vivatech à Paris. On a des incubateurs, la BPI fait des événements, le Crédit Agricole a son village. Voilà, regardez dans tous ces éléments-là et aussi dans la presse spécialisée de son secteur, ce qui se passe en IA pour déjà avoir des éléments de repère. Ensuite, soit on a de la donnée qui est unique, qui est exploitable et on peut entraîner ces modèles ou utiliser sa donnée en la mêlant en fait avec un chat GPT pour partager l'expertise entre celle du modèle et sa propre expertise qui se traduit par ces données. Soit si on n'a pas de données, et ben en fait on peut utiliser l'IA quand même en partenariat avec des entreprises qui elles ont de la donnée et ont des modèles performants, ou alors des modèles comme GPT ou comme Llama ou Claude, pour citer les plus connus, ou Mistral, qui eux vont avoir une puissance intrinsèque du fait des connaissances qu'elles ont emmagasinées et de leur capacité d'analyse du texte et aussi de l'image. D'accord. Donc il faut s'intéresser à tout, voir ce qui est pertinent pour chaque entreprise. Finalement, c'est des cas un peu spécifiques à chaque fois. En fait, quand on est un entrepreneur, on a plusieurs sujets. C'est d'exécuter bien, c'est d'exécuter vite. Et donc l'IA va permettre de gagner du temps sur un certain nombre de process. Mais après, ce qui compte, c'est toujours d'être proche des besoins de ses clients et donc de comprendre comment est-ce que ce que l'IA va permettre d'automatiser ou de prédire est source de valeur pour ses clients.
L'entrepreneur qui veut mieux connaître ses clients, qui veut mieux comprendre des secteurs, il peut aller demander à un chat GPT quelles sont les priorités de ses clients, quelles sont leurs problématiques, et les modèles génératifs sont capables de répondre à ça. Alors, on n'en est pas au panel marketing virtuel grâce à l'IA, mais c'est des choses qui pourraient très bien arriver d'avoir au travers de l'IA, comme on peut personnaliser GPT dans la version professionnelle pour les développeurs, on peut très bien demander à ChatGPT de répondre comme un expert, je sais pas, de l'industrie automobile ou un expert, je sais pas, dans le secteur financier. Tout ça, c'est des choses que le grand public ne voit pas encore, mais en fait qui sont déjà bien présentes et qui sont déjà totalement exploitables. Voilà. Donc, adressez-vous à un chat GPT en lui posant des questions techniques de votre métier et vous verrez en fait la capacité qu'a déjà un modèle pré-entraîné comme ChatGPT. Alors, prenez plutôt la version 4 que la 3.5, mais vous aurez déjà une assez bonne idée et c'est assez bluffant de poser des questions très précises, métier, et de voir la qualité des réponses qui sont apportées. Et de là, une fois qu'on établit que le modèle a déjà une compréhension de son métier, on peut lui poser des questions vraiment métier, opérationnelles. Comment est-ce que je dois faire ceci, cela, quelle est la manière de faire tel projet, quels sont les risques, quels sont les enjeux. Voilà. En fait, il y a déjà un certain nombre de réponses qui sont plutôt qualitatives. Et après, on peut avoir des architectures de modèles. Alors, on parle beaucoup des modèles RAG en ce moment, qui veut dire Retrieval Augmented Generation, et qui consiste en fait à mettre son corpus de connaissances à côté de ChatGPT. Et donc, on va poser une question au modèle qui va aller prendre les textes les plus importants du corpus, les donner à ChatGPT, et ChatGPT va formuler une réponse en fait qui va faire référence à des documents de référence qu'on aura nous-mêmes mis à disposition du modèle. Donc là, ça permet d'aller beaucoup plus vite. C'est des architectures qui sont un petit peu plus compliquées, mais pas forcément non plus hors de portée. Et ça, en fait, en faisant appel à de l'expertise IA, c'est des choses qui peuvent se mettre en place et qu'un certain nombre de grands groupes sont déjà en fait en train de mettre en place en interne. Pour l'instant, c'est beaucoup pour leurs collaborateurs. Mais on voit bien la puissance de ce type d'architecture qui combine à la fois le savoir et les capacités de langage d'un modèle avec une expertise qu'on peut avoir en interne. D'accord. Alors tu parlais à l'instant de mixer des bases de données qui ont été entraînées par des éditeurs avec ses propres données. Aujourd'hui, sur ce type de solution, les données elles sont stockées où et elles appartiennent à qui? Parce qu'il y a aussi cette question-là. Le résultat, par exemple, qui est donné par une IA, il s'appuie sur des données. C'est un sujet de droit qui revient de façon régulière et qui n'est pas totalement traité en plus. Aujourd'hui, toutes les données sont stockées dans le cloud et les grandes plateformes, que ce soit Azure, que ce soit Google Web Services ou Amazon Web Services, ont des data centers aux États-Unis, mais aussi en Europe, parce que c'est une préoccupation des clients. Il faut savoir que sur toutes les versions professionnelles des ChatGPT, les données dans ces versions-là appartiennent à l'entreprise. Ensuite, un certain nombre d'entreprises attendent avec impatience la sortie de Mistral pour avoir des données hébergées en France avec un acteur français pour utiliser les LLM, les Large Language Models, tels que ChatGPT ou Mistral. Voilà. D'accord. Ok. Alors tu parlais de certains cas d'usage tout à l'heure pour les entreprises, avec des résultats, tu le disais, un peu bluffants. Donc c'est vrai que quand on peut demander à une IA générative d'agir en tant qu'eux, puis on a quelque chose qui tient à peu près la route. Maintenant, de là à l'utiliser de façon professionnelle, et puis que ça puisse être utilisé notamment avec des clients, comme tu le suggérais un petit peu plus tôt, quelles sont les limites aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on ne peut pas vraiment faire avec ces IA? Sur quoi il y a des erreurs ou ce qu'on appelle des hallucinations? Est-ce qu'il y a des cas particuliers où on est un peu en bordure de cas d'usage et sur lesquels ce n'est pas pertinent d'aller aujourd'hui? Alors effectivement, vous avez parlé des hallucinations. Les modèles répondent de manière probabiliste. Donc en fait, ils vont répondre quelque chose qui statistiquement est très vraisemblable. Mais parfois, effectivement, une hallucination, c'est quand on est soit à la limite des zones que le modèle a prises, ou alors quand on est dans des contextes où le modèle, en fait, n'a pas cette capacité à dire « je ne sais pas ».
parce que de manière probable, il peut toujours prédire quelque chose. Et donc, la limite première de l'IA générative, c'est quand même cette incapacité à dire « je ne sais pas ». Voilà. Donc il faut en être conscient. Le modèle de RAG dont on parlait tout à l'heure, où on adosse un corpus de connaissances au modèle, ça a l'avantage quand même de contraindre le modèle puisqu'il doit s'appuyer sur des textes existants. Donc c'est une manière de réduire ce risque et d'être focus, ciblé aussi par rapport à son expertise. Donc on peut avoir des documents plus à jour, puisque les modèles, ils ont des dates d'entraînement qui peuvent être parfois anciennes sur les modèles open source. Et donc ce qui est important, c'est effectivement d'éviter des hallucinations. Alors ça, à part tester, il n'y a pas d'autre manière de faire. Parce qu'on ne peut pas vraiment le savoir en fait. Le moment où ça arrive, à part l'esprit critique qu'on peut avoir de quelque chose et sa propre connaissance. Non, alors ça non mais c'est vrai que c'est une vraie limite avec la mise à jour des modèles. Et donc c'est là où finalement être capable de combiner un modèle avec des sources d'informations plus récentes, ça permet d'être à jour, mais il faut savoir que ChatGPT-4 qu'on utilise, il a été entraîné jusqu'à mars 2023, donc il a quand même déjà une année de retard. La dernière limite de ces modèles, c'est que c'est quand même des modèles puissants parce qu'ils sont gros, et donc en fait, il y a un coût à l'utilisation de ces modèles. Donc aujourd'hui, on a des fenêtres de contexte, c'est-à-dire l'information que le modèle est capable de prendre en compte dans un échange est de plus en plus important. Mais la contrepartie de ça, c'est que plus le contexte est important, plus on envoie de l'information au modèle qui doit être traité, et donc le coût de faire tourner ces modèles et d'obtenir une réponse, en fait, augmente avec la taille des modèles. Donc, rapporté à une activité économique qui a des contraintes, qui a des métriques, qui a des pourcentages de rendement, des coûts de marge, etc., eh bien, il faut aussi faire attention aux coûts que ça peut avoir. On a eu une grande entreprise qui est venue nous présenter ce qu'ils avaient fait et les premiers pilotes qu'ils avaient faits. Et par contre, sur le sujet du CRM, c'est un vrai enjeu parce que lorsqu'on a plusieurs millions de contacts par jour avec des clients, et bien forcément, on ne peut pas se permettre d'avoir des requêtes qui vont coûter 1 euro à chaque fois, sinon on a des coûts qui explosent. Donc cette problématique de coût, elle n'est pas forcément importante si on traite de l'image ou sur des modèles dont on est propriétaire, qu'on peut faire tourner sur ces serveurs. Quand on utilise des modèles comme GPT ou demain Mistral ou d'autres modèles qui arriveront, et ben ce coût, ça va être une vraie contrainte économique en fait pour les entrepreneurs ou les entreprises de manière générale. Donc c'est vrai qu'il faudra optimiser un petit peu les requêtes dans ces cas-là ? Il faudra totalement optimiser, à la fois parce que aujourd'hui, quand on utilise la version grand public de ChatGPT, on va avoir tendance à poser plein de fois on va passer d'un sujet à un autre dans le chat, mais il faut avoir en tête que quand on fait ça, en fait, le modèle à chaque fois va utiliser tout l'historique pour produire une réponse. Et donc si on est passé par 3 sujets différents et que par facilité, on est resté dans la même interface, en fait, on va envoyer... on va utiliser ces informations historiques à chaque fois pour produire la réponse d'après. Donc clairement, il y a des sujets d'optimisation et les grands groupes en fait monitorent pour leurs salariés l'usage qui est fait en limitant les versions. Par exemple, GPT 3.5 est beaucoup plus petit que le GPT 4. Donc certaines entreprises ne vont donner accès à leurs salariés que au GPT 3.5 qui n'utilisent pas les images. D'autres entreprises vont mettre des budgets par salarié. Enfin voilà. Donc effectivement, c'est des problématiques au-delà des problèmes de confidentialité des données, c'est des problématiques qui vont se poser effectivement pour les entreprises. Et plus les modèles vont devenir multimodaux, c'est-à-dire une capacité à gérer aussi bien de l'image, de la voix, de la vidéo, du texte, et plus en fait la taille de ces modèles augmente. Voilà. Forcément, ouais.
Alors maintenant, comment se lancer? Je suis entrepreneur, j'ai une entreprise j'ai quelques cas d'usage en tête qui sont voilà, assez intéressants et qui pourraient être bien utilisés dans le cadre d'une IA générative. C'est quoi la première étape pour toi? Alors, le plus important, c'est toujours de savoir quelles sont ses priorités. Voilà. Donc, lancer un projet d'IA, ça nécessite de la compétence, ça nécessite des données. Et en fait, il faut être sûr de mettre son énergie dans ce qui va nous apporter quelque chose. Donc, bien cibler les priorités, ensuite bien s'entourer. L'IA, c'est quelque chose qui a évolué à toute vitesse. Les papiers de recherche s'enchaînent, et notamment sur les capacités de l'IA. Il y a des nouveaux papiers tout le temps qui sont en train de sortir. Donc je pense que c'est important d'avoir accès à de l'expertise pour partir dans la bonne direction en ayant bien cadré le projet. Toutes les entreprises n'ont pas de l'IA, des compétences IA en interne. Donc il y a des freelances, il y a des SS2I qui développent des pôles d'expertise, il y a des sociétés de conseil aussi qui développent des pôles d'expertise dans l'IA. Et ensuite, ma recommandation, ça serait dans la mesure du possible de tester assez rapidement pour voir en fait le niveau de satisfaction et un certain nombre d'éditeurs de logiciels, de plateformes web ou d'acteurs qui ont une expertise sectorielle proposent des solutions. Et donc voilà, il faut, je pense, déjà aller tester ce qui se fait. Et puis après, si on souhaite lancer une démarche en interne, trouver de l'expertise avec des consultants ou des freelances, des gens qui sont spécialisés dans l'IA, pour là, après, développer un modèle ou développer un service. Mais de toute façon, c'est toujours un peu les mêmes problématiques. C'est soit augmenter les revenus, soit réduire les coûts, ou soit améliorer la qualité et fiabiliser son offre. Et l'IA peut permettre de faire ces trois choses-là. Donc ensuite, si on a une activité avec beaucoup d'images, là, bien évidemment, tout ce que l'œil humain est capable de détecter, un modèle d'IA va être globalement capable de prédire. Tout ce qui est en rapport avec les données, ça fait des années qu'il y a différents modèles qui tournent très très bien, que ce soit sur des séries temporelles, que ce soit sur des données clients, que ce soit même sur des données techniques. Ça tourne très très bien. Et puis la nouveauté, c'est tout ce qui est autour du texte et de cette capacité donc des modèles à prendre une photo avec quelques lignes de texte et être capable de faire une synthèse et de donner un résultat qui va restituer ce qu'on voit dans l'image, les informations du texte, pour faire par exemple une synthèse cohérente d'un document avec ces deux modalités, image et texte. Donc ça, je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises qui peuvent effectivement bénéficier en fait de cette capacité d'indexer en fait l'information pour après mieux l'exploiter pour ses clients ou en interne. D'accord, ok. Donc si je résume, de tester, il faut tester les produits déjà existants pour valider un peu les cas d'usage avant de faire appel à une équipe de développeurs, une société de conseil pour aller mener un projet un petit peu plus spécifique. Voilà, mais c'est-à-dire que tout entrepreneur, il a deux contraintes, le temps et l'argent. Et donc c'est vrai que s'il y a des choses qui existent, moi mon conseil c'est d'aller voir et de voir les limites qu'on trouve. S'il y a des limites par rapport au modèle existant et qu'on pense qu'on a des données qui permettent d'améliorer en internalisant le processus, et dans ce cas-là, il faut internaliser, il faut y aller. Si il y a des choses qui existent, qui ne sont pas cœur de stratégie, par rapport à l'avantage concurrentiel, etc., autant utiliser ce qu'il y a sur le marché. Et les éditeurs de logiciels ou les sociétés de conseil qui ont une bonne expertise sectorielle et qui font de l'IA, elles auront déjà fait tout un travail de pré-traitement des données, de choix des modèles, d'apprentissage dont on peut bénéficier immédiatement. D'accord. Voilà. Okay. Donc moi, effectivement, c'est mon conseil. Et vraiment, n'hésitez pas à regarder ce qui se passe dans les incubateurs, sur les salons type Vivatech ou le CES tous les ans. Toutes les nouveautés y sont et c'est vraiment des sources d'inspiration formidables. Si vous voyez quelque chose qui se fait dans un autre secteur et que
par transposition, vous pensez pouvoir le faire dans votre secteur, et ben, contactez l'entreprise. Et puis, toutes ces sociétés cherchent aussi des nouveaux cas d'application, des nouveaux secteurs. Donc, je pense qu'il y a des partenariats très gagnant-gagnant à faire sur ces nouvelles technologies avec l'IA générative. Ok, ouais, c'est une excellente idée de s'appuyer sur des acteurs qui se lancent et puis d'aller leur proposer peut-être des usages auxquels ils n'ont pas pensé. Ça peut être aussi parce que je comprends ce que tu dis, ça peut être aussi une façon, plutôt que de développer tout en interne, de s'appuyer et de faire des partenariats. Et puis d'aller vite, de gagner du temps et de ne pas risquer de se lancer dans un projet d'IA qui ne va peut-être pas aboutir et sur lequel des ressources auront été consommées alors qu'une solution qui fonctionne existe par ailleurs. D'accord. Ok. Un mot de la fin peut-être, Anaëlle, pour boucler sur ce sujet, entrepreneuriat, IA, un sujet qu'on n'aurait pas évoqué et puis qui serait utile pour clore cette interview. Bah écoutez, moi j'ai fait le pas d'aller dans le monde de l'IA en me formant et puis là en faisant mon master pour devenir ingénieur IA. C'est vraiment un monde qui mérite d'être découvert. Alors c'est un petit peu technique, mais il faut aller au-delà de ChatGPT, qui est déjà formidable. Mais la version grand public est vraiment très limitée par rapport à toutes les possibilités que ça offre. Donc moi, j'incite vraiment tout le monde à avoir l'élément de curiosité en plus pour gratter un petit peu au-delà des généralités. Et puis, je pense qu'il y a un vrai enjeu de compétitivité. Demain, on développera des produits, des services nouveaux avec l'IA, avec ChatGPT. Moi, toutes les semaines, j'ai des idées d'entreprises, de projets, de choses que je pourrais lancer. Et donc, je pense que en se plongeant un petit peu dans l'IA, il y a vraiment des choses très disruptives qui vont arriver et chacun connaît bien son secteur et donc chacun a la capacité en fait à partir de sa connaissance métier, de la connaissance des besoins de ses clients et de ses contraintes aussi, à voir ce qu'il peut faire de l'IA. Voilà, donc moi c'est mon conseil, c'est de faire ce petit effort, de comprendre, d'aller tester et je suis sûre que les gens ne seront pas déçus d'avoir fait cet effort et d'avoir franchi le pas de l'IA. Voilà ce que je peux recommander. Ok, super. Et merci beaucoup Anaëlle. Merci Pierre-Marie pour cette interview. Avec plaisir. Voilà, cette interview se termine. Je vous mettrai toutes les informations pour retrouver Anaëlle en ligne. Et puis je termine avec cette question. Est-ce que ça vous a donné quelques idées? Quels sont les cas d'usage auxquels vous pensez avec votre entreprise pour utiliser les IA génératives en interne, améliorer vos processus et puis être plus productif, tout ce que Anaëlle nous proposait à l'instant. Merci encore de nous avoir suivis jusqu'au bout et puis je vous dis à très bientôt.